Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Donc merci d'être là pour cette deuxième journée avec nous. Sans plus tarder, parce qu'on a une matinée assez chargée, on va donc commencer cette première table avec, en compagnie de Arnaud Plagnol, Bernard Pachou et Bernard Granger. Donc Arnaud Plagnol qui est psychiatre, professeur de psychologie à l'Université de Paris 8. Bernard Pachou qui est psychiatre, professeur de psychopathologie en Sémur ici à Paris 7. Et Bernard Granger, professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Descartes, qui vont nous parler des nouvelles voies pour la personnalisation des soins. Et puis, on va vous laisser parler. Alors, juste par rapport à hier, la différence, c'est qu'il n'y aura une discussion qu'en fin de matinée. Donc, si vous avez des questions sur les interventions de ce matin, notez-les. Merci beaucoup. Je vais vous parler avec Bernard Pachou et Bernard Granger des nouvelles voies pour la personnalisation des soins. Et je vais prendre pour point de départ une tension qui vient d'être évoquée, en fait, à travers ce qui vient d'être dit. Tension qu'on peut dire essentielle pour faire un petit clin d'œil à Kuhn. Dans la médecine, entre d'une part l'efficacité des soins recherchés, qui demandent une fondation objective et qui s'appuie en principe sur la méthode expérimentale pour être scientifique, et une autre dimension qui est celle du sens du soin, c'est-à-dire que le soin s'adresse à une, éventuellement des personnes singulières, chacune avec son monde subjectif, son histoire unique, et également en relation avec d'autres personnes singulières. Et là, une démarche scientifique, elle va devoir partir de l'expérience des personnes. Donc on retrouve cette notion d'expérience, et c'est même les données cliniques premières, et sans remonter à Hippocrate, et on pourrait parfaitement retrouver ça dès la Grèce antique, cette tension, mais si on pense simplement à l'enseignement de la sémiologie moderne depuis le 19e siècle, et on fait souvent référence à Joseph Bell et William Osler, eh bien, ces données cliniques premières, elles sont aussi à la base d'une démarche scientifique du soin. Et cela se concentre dans la question de peut-il y avoir une science clinique de la rencontre avec des personnes. Alors aujourd'hui, l'approche scientifique des décisions de soins, avec le souci de garantie d'efficacité, elle se fonde quasi officiellement sur l'evidence-based medicine, dont on rappelle volontiers la définition de Sackett, définition qui intègre en principe au départ non seulement les données probantes, l'evidence-based, plutôt données éprouvées, mais aussi initialement une intention de tenir compte de l'expérience du clinicien et des valeurs du patient. Mais comme on le sait, l'evidence-based medicine, en pratique, eh bien, a conduit à formuler une hiérarchie de preuves, et avec au sommet les méta-analyses des études en double aveugle, essais cliniques randomisés. Et cela se heurte à la question, si on reprend la tension évoquée, de la singularité des personnes soignées, également celle des interactions entre parties prenantes, c'est-à-dire également personnes éventuellement de la famille, de l'entourage, soignants. Et on voit très très bien dans un domaine comme celui de la santé mentale, mais aussi dans les disciplines qui sont nourries par le progrès scientifique, par exemple peut-être les applications de la génétique aujourd'hui qui viennent d'être évoquées, comment toute décision de soins va impliquer une diversité de valeurs. Je vais y revenir. Je pourrais mentionner aussi les situations de handicap, qui va mettre en difficulté, alors même qu'il y a un accord sur les données et sur les faits, une décision fondée de façon univoque. Et un autre problème sur lequel je vais revenir un petit peu ensuite, qui est lié au précédent, eh bien, c'est que l'evidence-based medicine, par les études en double aveugle qui sont promues, finalement,
aboutit à ne pas forcément rendre raison dans la fondation des décisions sur un processus rationnel. Et j'ai mis en avant ici un problème très ancien. On mentionne notamment un article très intéressant paru dans les études platoniciennes qui, dès le Platon en particulier dans les lois, évoque la nécessité de fonder la technique, les soins techniques, et prend l'exemple de la médecine comparée à la cuisine qui serait seulement quelque chose d'empirique. La médecine, pour être une science, doit se fonder sur un rendre raison, un logon d'idonai, et c'est quelque chose qui peut disparaître d'une certaine façon lorsqu'on passe aux études en double aveugle. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai brièvement tout à l'heure. Alors, les limites, quelque chose donc qui met bien en évidence les limites du modèle actuel de l'evidence-based medicine, c'est cette notion de valeur, malgré un accord sur les données, donc en raison à la fois de la singularité des personnes concernées, qui ont chacune leur valeur, et de la multitude d'acteurs, avec des interactions complexes avec l'environnement familial et social, et également, particulièrement, les équipes multidisciplinaires, ce qui entraîne des conflits de valeurs, malgré les accords sur éventuellement les données, les faits. Les évidences peuvent être... il peut y avoir un accord là-dessus. Et on aboutit à beaucoup de situations de conflits. Et une thèse forte qui va être retrouvée dans la clinique fondée sur les valeurs, dont va parler plus précisément Bernard Pachou, eh bien, c'est que dans les situations de conflits de soins, il y a en fait toujours des conflits de valeurs, et cela se manifeste par des plaintes, par la judiciarisation des soins. Et du côté des soignants, eh bien, les travaux malheureusement abondent sur le burn-out, l'altération de l'idéal et plus profondément la perte de sens. On sait qu'il y a des études, par exemple, qui montrent qu'un quart des étudiants en médecine ont des idées suicidaires, c'est des chiffres dramatiques évidemment, avec mise en avant, il peut y avoir des problématiques personnelles, mais la perte de sens dans les études à partir de la 4e année particulièrement, lorsqu'il y a une tension entre la rencontre des patients sur les stages cliniques et la technique qui prend le dessus. Alors, nous avons avec Bernard Pachou et Bernard Granger animé un séminaire qui a porté la découverte, essayer de faire émerger, nous avons découvert en fait qu'il y avait énormément d'approches alternatives du soin aujourd'hui, alternatives à entendre par rapport à l'évidence-based practice, pas forcément en opposition, mais en complémentarité, parfois davantage en tension, à travers des notions très diverses que j'ai énumérées un petit peu sur la diapositive. La notion de décision médicale partagée, qui est un courant très important aujourd'hui. Clinique narrative, qui vient de la médecine somatique au départ, et clinique fondée sur les valeurs sur lesquelles Bernard va revenir. Rétablissement, recovery, qui est un mouvement fondamental dans l'abord des troubles mentaux sévères depuis une vingtaine d'années et qui commence à prendre de l'importance en France. Les approches centrées sur la personne, c'est devenu presque un mantra de toutes les recommandations institutionnelles, mais il y a des développements très précis, très riches, en particulier dans les pays anglo-saxons là-dessus. Soins de support en cancérologie notamment, et puis dans les champs de la psychothérapie, énormément de développement, y compris dans des cadres conceptuels et pratiques qu'on oppose souvent, comme les approches cognitives ou la psychanalyse, donc qui ont pour point commun de proposer des approches plus approfondies du soin qui permettent de prendre en compte cette tension que j'évoquais au départ. Alors, ces cadres conceptuels et pratiques
Bien sûr, il y a une hétérogénéité considérable des origines, des objectifs, des processus sous-jacents et des domaines d'application. En particulier, certains viennent de la médecine somatique, comme je l'évoquais. D'autres, au contraire, sont partis des domaines de la santé mentale. Mais on retrouve des convergences sur des points essentiels que je vais essayer de préciser un petit peu. Convergence qui se centre peut-être le plus fondamentalement, enfin c'est ce que j'aurais envie de soutenir, sur la confiance en la capacité des personnes soignées à participer elles-mêmes aux décisions de soins. Et donc c'est la question finalement des soins personnalisés. Alors nous avons listé une dizaine d'axes de convergence. Je vais rapidement évoquer. Le souci de dépasser le modèle médical, entre guillemets, il ne s'agit pas par rapport à la profession de médecin, c'est le modèle médical en tant qu'approche des soins qui se fonderait trop exclusivement sur les notions de maladie et de traitement curatif. Je vais revenir un tout petit peu dessus tout à l'heure. L'importance accordée au retentissement fonctionnel des troubles, bien au-delà des symptômes, en particulier à l'inclusion sociale. C'est fondamental en psychiatrie, par exemple, mais c'est aussi le cas maintenant dans d'autres disciplines. On a eu des échanges, par exemple, avec la spécialiste du diabète et tous les problèmes que ça peut soulever. La centration sur la personne dans sa globalité, sa singularité en interaction dynamique avec son environnement et tout l'approfondissement qu'on peut faire de la notion de personne. La reconnaissance de l'expérience subjective comme source non substituable de savoir, donc cette dimension fondamentale de ce que les experts par expérience et de pas un expert fut-il un savant qui peut venir remplacer l'expérience du patient, entre guillemets, qui précisément n'est plus un patient total, mais participe en première personne aux soins. L'importance accordée à l'histoire personnelle, au récit de vie, au remaniement du monde subjectif bien au-delà de la maladie, avec une portée existentielle. L'appui sur les ressources et aspirations de la personne, l'accent étant mis sur les dimensions positives qui peuvent être formulées différemment suivant les cadres conceptuels, le désir dans une approche plus psychanalytique, la restauration du pouvoir d'agir, autrement dit l'empowerment, le sentiment d'efficacité, dans une approche plus de remédiation cognitive, l'implication de la personne soignée comme acteur décisionnel des soins en fonction de ses valeurs, notamment la décision médicale partagée, mais aussi l'attention au clinicien comme personne et à l'impact de la relation soignant-soigné. Une dimension évidemment fondamentale pour les soignants qui ne concerne plus seulement la psychanalyse avec le transfert, le contre-transfert, mais qui va peut-être pouvoir être prise en compte de façon générale pour les soignants. La valorisation de la multidisciplinarité et de la transdisciplinarité qui deviennent non seulement une pratique de fait, mais des ressources essentielles pour l'équipe de soins. Ces différences peuvent être valorisées et porteuses d'amélioration qualitative des soins. Et enfin également, sur le plan méthodologique, la réhabilitation des méthodes qualitatives, particulièrement les analyses de cas, et ça va pouvoir aller aussi au recours aux sciences humaines, littérature, poésie, art en général, dans une complémentarité assumée avec l'évidence best practice. Et donc nous avons fait paraître, grâce au soutien du programme La Personne en médecine, cet ouvrage. Je vais vous passer le détail des chapitres, mais évidemment, il y a beaucoup de personnes impliquées dans cet ouvrage. Juste quelques mots sur les limites du modèle médical de la maladie, qui est peut-être un pivot central sur lequel je suis plus particulièrement intéressé, à travers toutes ces notions. C'est la question, en fait,
du rapport entre la notion de maladie aujourd'hui et les soins. Avec la notion, comment qualifier la maladie, on peut la définir, le modèle médical entre guillemets, c'est peut-être 3 composantes, un processus pathologique caractérisé en tant que maladie, avec une visée des soins, l'éradication de la maladie, une vision classique, et 3e composante, le traitement qui se fonde rationnellement sur la connaissance de l'étiologie et de la pathologie de la maladie dans une approche classique. La maladie étant une entité objective avec un noyau de régularité causale et, outre les altérations du fonctionnement, c'est une dimension de valeur négative pour l'individu ou le groupe. Et en principe, les soins fondés scientifiquement reposent sur l'identification d'une maladie et la compréhension du processus éthiopathogénique conduisant des causes aux symptômes. Donc, avec cette dimension qui est souvent ajoutée au modèle médical, l'objectivité du processus de soins qui pourrait être fondée sur un savoir médical, et finalement l'expérience du patient, eh bien, elle n'aurait pas lieu d'intervenir puisque tout serait objectivé par le processus de soins. Alors, bien sûr, si on traverse tout ça, la maladie est conçue comme une entité isolable, abstraite de l'individu, où chacun est affecté identiquement. Bien sûr, ce modèle classique prend en compte la variabilité, mais avec toujours cette idée d'un noyau identique pour un même sous-type, un même profil de patient, dans un environnement donné. Et aujourd'hui, l'évidence-based medicine reprend ce modèle avec en moins le processus éthiopathogénique en raison d'une méfiance au départ pour les théories et les dogmes. Et on voit, si on avait le temps, on détaillerait comment la mise en place de la hiérarchie des niveaux de preuve avec le privilège des essais randomisés finalement rend impossible en pratique la prise en compte de la seconde branche de on parlait de la tension essentielle des soins, la prise en compte de la personne soignée, malgré l'intention de départ de prendre en compte les valeurs de la personne soignée, parce que cette hiérarchie des niveaux de preuve, avec le modèle de la maladie moins le processus éthiopathogénique, eh bien, va entraîner une indifférence aux singularités des personnes soignées et à la dynamique des trajectoires de soins. Et bon, peut-être pas prendre trop de temps, mais là, à partir du moment où le gold standard, c'est l'essai clinique randomisé, avec la démonstration de l'effet d'un facteur thérapeutique qui dépend de la comparaison de groupes, eh bien, à partir du moment où la seule différence entre le groupe test et le groupe contrôle porte idéalement sur le facteur étudié, il y a nécessairement une indifférence au processus pathogénique et thérapeutique, et donc une non prise en compte de la personne soignée avec son histoire singulière. Et cela va se retrouver nécessairement dans les recommandations dites de bonne pratique, où finalement la personne soignée n'a plus aucune chance de faire valoir sa raison ou son expertise individuelle, sauf à rencontrer un médecin qui assume un risque judiciaire, comme on le voit aujourd'hui avec la question du baclofène, par exemple. Et en même temps, le modèle de la maladie a une puissance fondamentale qu'on ne saurait trop souligner, et il ne s'agit certainement pas de rejeter, à la fois parce que le fondement sur des entités objectives, eh bien, il va être une question épistémologiquement très, très lourde. Quelle autre rationalité scientifique serait possible que de passer par pour mentionner des schèmes d'objectivation. Également, le modeling souvent décisif pour la personne soignée ses troubles que représente l'appropriation même de la notion de maladie. Il suffit de penser, quand on ne se sent pas bien, à quel point on est rassuré quand quelqu'un nous dit « vous avez ceci ou cela ». Et un très bel exemple qui est traité dans un chapitre de cet ouvrage sur le rétablissement des personnes schizophrènes,
bien qu'il conduise à se distancier de la maladie schizophrénie, passe aussi par une phase d'identification à ce trouble. Alors, nous avons rencontré à travers toutes ces approches les limites actuelles du modèle de la maladie. Je ne vais pas exposer en détail, mais la question devient donc celle de la possibilité d'une approche scientifique dépassant un modèle trop étroit de la maladie, avec aujourd'hui une tendance peut-être dans certaines directions à renforcer le modèle de la maladie, par exemple en intégrant les facteurs de risque comme nouvelles pathologies, ou bien au contraire, c'est les directions que nous avons pu creuser avec tous ces collègues, la possibilité de développement de soins personnalisés. Et nous avons particulièrement pu nous intéresser à la clinique fondée sur les valeurs, dont Bernard Pachou va vous parler un petit peu. Je ne vais pas passer là-dessus, parce que c'est un modèle qui intègre peut-être le mieux, de la façon la plus complète, les différentes dimensions de convergence, la dizaine de caractéristiques que j'ai évoquées tout à l'heure, et grâce aussi au soutien de ce programme, nous avons pu publier une traduction de l'ouvrage Princeps de Fulford, le psychiatre et philosophe qui est à l'origine de ce paradigme. Mais je laisse la parole à Bernard Pachou. Donc, je vais illustrer un des courants dont vient de parler Arnaud, et donc celui intitulé Values-Based Medicine, qui est donc présenté dans cet ouvrage, mais je voulais notamment signaler qu'au Cambridge University Press, il y a une collection qui est consacrée à cette thématique, avec déjà, je crois que 5 ouvrages, sans compter en plus ceux qui sont parus chez d'autres éditeurs. Donc l'objectif de cette approche est d'atteindre dans toute décision médicale un équilibre entre le savoir expert actualisé, fondé sur des données probantes, et l'ensemble des valeurs susceptibles d'influer sur la décision. L'observation, c'est que l'exigence croissante de scientificité dans la pratique médicale tend, en mettant cette exigence au premier plan, tend à occulter le rôle que jouent dans ces décisions les valeurs et les facteurs de singularité liés aux personnes et aux situations. Ces valeurs, en fait, ne sont pas totalement ignorées, mais elles restent implicites et elles sont tenues, à tort, pour consensuelles, non problématiques, et finalement, elles sont finalement par défaut celles des soignants, voire celles du système de soins, ce qui conduit de fait à occulter, voire à disqualifier les valeurs éventuellement, et finalement souvent divergentes, des patients, ce qui peut expliquer des problèmes d'observance, de conflits qui peuvent aboutir à l'abandon des soins, etc. Donc l'ambition de cette approche, pour prendre la définition, une des dernières définitions que propose Fulford, de cette approche fondée sur les valeurs, elle s'attache au processus permettant d'aboutir à une décision médicale équilibrée dans un cadre de valeurs partagées, appropriées à la situation, et en particulier lorsque les valeurs des personnes parties prenantes dans cette décision entrent en conflit. Il me semble que l'idée de départ de notre collègue Fulford et l'originalité de cette approche a été de substituer à une série d'oppositions classiques en médecine que Arnaud a rappelées, l'opposition entre nature et culture, sciences de la nature, sciences de l'esprit, médecine scientifique centrée sur la maladie et médecine humaniste, holistique, centrée sur la personne, l'opposition entre cure et care. À ces oppositions, ce que propose Fulford, c'est de substituer la dichotomie philosophique entre fait et valeur, en rappelant deux choses. D'une part, que toute décision médicale repose nécessairement sur ces deux dimensions, sur les faits, donc les connaissances scientifiques, mais toujours aussi sur des valeurs, et en s'appuyant sur cette dichotomie épistémique entre les faits et les valeurs. Les faits se prêtent à la connaissance objective, alors que les valeurs ne peuvent être établies objectivement,
elles restent subjectives, ce sont les choix, les préférences personnelles, les priorités, ce qui importe aux personnes. Et il me semble que l'avantage d'avoir mis au premier plan cette distinction entre fait et valeur, j'en vois deux majeures. Premièrement, c'est d'affranchir la pratique médicale de la tutelle exclusive de la science. Et d'autre part, c'est d'échapper à cette opposition et en soulignant plutôt la nécessaire et incontournable complémentarité de ces deux dimensions. D'ailleurs, Fulford lui-même insiste sur le fait que cette approche, la values-based medicine, ne s'oppose pas à la médecine fondée sur les preuves. Elle lui est complémentaire et en principe, elle était prévue comme une des dimensions devant être actualisée au sein même des pratiques d'evidence-based medicine. Toutes les deux sont en réalité requises par une même situation, la complexité croissante de la décision médicale, qui doit tenir compte aussi bien de la complexité des données et des connaissances disponibles. Et l'evidence-based medicine essaye de répondre à ce problème de complexité en hiérarchisant et en faisant des synthèses, des méta-analyses sur toutes ces données pour dégager les résultats majeurs, mais en tenant compte aussi de la complexité des valeurs en jeu, qui est souvent sous-estimée, et qui est en plus accrue dans la société multiculturelle. Alors, je passe sur le fait que les fondateurs, David Sackett lui-même, rappellent l'importance de prendre en compte les valeurs. Alors, peut-être un tout petit mot de précision sur ce concept de valeurs. Donc, en fait, c'est un des points importants, il faut prendre conscience de leur pluralité, elles sont très nombreuses à interférer dans la décision médicale. Et bien sûr, il y a les valeurs de l'éthique médicale, mais ce n'est évidemment pas les seules, elles concernent ce à quoi nous tenons, ce qui nous importe. Il s'agit des préférences, des besoins, des attentes des patients. C'est d'ailleurs la définition que donne Sackett lui-même, au sein même de l'evidence-based medicine. Il dit « Par les valeurs des patients, nous entendons les préférences, les préoccupations, les attentes singulières que chaque patient porte lors d'une rencontre clinique et qui doivent être intégrées, avec les meilleures données probantes, dans les décisions cliniques. » Un autre point sur lequel l'accent est mis, qui vient de la philosophie morale britannique, de la tradition de la philosophie du langage d'Austin, et développée en particulier par Rom Harrey à Oxford, c'est l'idée que les valeurs sont prescriptives, guident l'action, explicite ou pas, les valeurs sous-tendent toujours les décisions, et dans tous les domaines, mais y compris en médecine. Alors, un autre point intéressant, c'est le débat ancien, mais qui garde une actualité dans le champ philosophique, sur la question de savoir si la distinction, qui n'est pas discutée entre fait et valeur, doit-elle conduire à admettre une véritable dichotomie entre ces deux domaines. Alors, les partisans de la dichotomie, c'est le dogme de l'empirisme de Hume, qui insiste sur le fait que les jugements de valeur sont subjectifs, alors que les propositions de fait peuvent être objectivement vraies ou objectivement garanties, ce qui n'est pas le cas des jugements de valeur. Et ça aboutit, si on soutient cette position jusqu'au bout, à considérer qu'elle serait étrangère au domaine de la raison. Alors un certain nombre de philosophes résistent à cette idée, et tout en admettant qu'il y a une distinction irréductible, on ne peut pas abandonner les valeurs à la seule subjectivité, elles ne relèvent pas de la science, mais elles se prêtent néanmoins à des arguments, à une argumentation rationnelle. Alors, c'est la position des philosophes pragmatistes, de Dewey par exemple, et plus récemment de Putnam dans son ouvrage de 2002, Fait valeur, la fin d'un dogme, mais où il lutte contre l'empirisme. Alors, les fondements de cette approche fondée sur les valeurs. Donc, cette première thèse que toute décision médicale repose sur des données, un savoir actualisé et des valeurs. Deuxièmement, ce qui là peut aller moins de soi, le principe de respect mutuel des valeurs. Il y a l'idée qu'il n'y a pas de hiérarchie a priori, il n'y a pas de valeur dominante ou de méta-valeur qui permettrait justement de trancher a priori les conflits de valeurs. Et finalement, tout le problème et l'accent de la recherche va être porté sur comment résoudre finalement ces conflits une fois qu'on a pris conscience de la pluralité et des tensions entre valeurs. Et donc la proposition est de ce qu'il appelle
d'adopter un point de vue démocratique, comme dans la démocratie des politiques, la démocratie des valeurs aide à la décision à travers un processus de négociation, de prise en compte du point de vue de l'autre, et plutôt qu'à partir d'un ensemble prédéfini de conséquences correctes ou par le recours à une règle. Alors là, je ne vais pas du tout avoir le temps de préciser au fond ce que ce courant essaye de préciser, c'est justement ce processus, de prise de conscience des différentes valeurs, bien sûr celle des patients, mais aussi ça compte également celle de son entourage, celle des différents intervenants soignants qui en plus selon leur tradition disciplinaire peuvent avoir des sensibilités différentes, hein. Et donc il insiste sur le fait que au fond ce qui permet de trouver le bon compromis, c'est finalement ce qu'il appelle un savoir-faire, plutôt qu'une théorie ou une métathéorie qui résoudrait le conflit. C'est un savoir-faire qui va reposer sur 4 compétences concrètes qu'il propose de préciser et ensuite de mettre en pratique, d'entraîner les gens à développer ces compétences, impliquant la prise de conscience des valeurs, le raisonnement sur les valeurs, la connaissance des valeurs et enfin les aptitudes à la communication, puisque c'est dans l'échange que va émerger le compromis le plus satisfaisant pour le collectif. Alors peut-être juste indiquer pour conclure, voilà, les principales implications pour les pratiques de soins. La première, c'est que, donc, c'est une reformulation, toute décision médicale donc, ne relève pas seulement d'un savoir, mais de la prise en compte des priorités, des valeurs des personnes, donc il faut évidemment les interroger, et ensuite de la capacité à pondérer, hiérarchiser ces valeurs selon la situation, ce qui n'est pas du tout évident. Ensuite, une deuxième conséquence importante, c'est qu'une décision médicale donc équilibrée requiert une pratique de la décision médicale partagée. C'est nécessairement un processus de décision collective. Alors, dans certaines disciplines médicales, il y a une certaine déjà habitude de cette façon de travailler, à prendre des décisions collectivement. Dans notre champ de la santé mentale, c'est loin d'être encore le cas. Enfin, si toute décision de soins repose sur les faits et sur les valeurs, dès lors le partage de l'autorité et de la responsabilité dans la décision médicale s'en trouve modifié. Cette responsabilité donc n'est plus seulement du côté du médecin, mais elle est partagée avec le patient, puisque c'est lui qui est le mieux placé pour décider des valeurs à mettre en avant. Voilà, je vais m'arrêter là, ça fait écho au débat qu'on a eu hier sur les soins sans consentement et la question de la responsabilité dans les décisions à prendre dans ces situations. Merci.